Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud. On vous donne quelques indices vestimentaires pour que vous trouviez le film qu'on va commenter aujourd'hui. C'est assez facile, c'est une suite, c'est Top Gun Maverick. Je suis en compagnie de mon collègue Gouze. Comment ça va, Gouze, aujourd'hui? Bonsoir, ça allait bien jusqu'à deux, trois petits points d'achoppement dans ton intro. D'une, je pense que les gens sont assez intelligents en ayant cliqué sur la miniature où ils voient Top Gun, de savoir que c'est de ça dont on avait parlé. Deux, d'office, tu considères que c'est toi Tom Cruise, Maverick et moi Goose. Bon, ok, ça peut aller. Mais à part ça, ça va très bien et je suis très heureux de te retrouver pour cette critique. On va discuter autour de Top Gun Maverick qu'on a vu tout fraîchement. Moi, je l'ai vu mardi soir en avant-première. Tu l'as vu mercredi? Oui, je l'ai vu mercredi en seconde première. Ah, d'accord. Bon, formidable. Eh bien, dans ce film, on retrouve Maverick 36 ans après le premier opus. Et il est pilote d'essai, et alors que les événements se tournent de sorte qu'on imagine qu'il va être viré de l'armée, on l'embauche contre toute attente pour retourner à Top Gun comme instructeur pour une mission très particulière qui attend les meilleurs des meilleurs. Donc, on retrouve Tom Cruise dans l'un des rôles qui a façonné sa personnalité à Hollywood, une suite attendue ou pas, mais qui arrive très longtemps après la mort de Tony Scott, le premier réalisateur. Et là, c'est réalisé par Monsieur Kosinski. Je crois que son prénom, c'est Joseph Kosinski, tu vois, comme je suis bon. Et eh bien, on se posait plein de questions avant de voir le film arriver, qui a été retardé à de multiples reprises à cause notamment du Covid, mais aussi de spécificités liées à sa réalisation. Est-ce que, dans un premier temps, avant de rentrer un petit peu dans les détails, tu peux nous dire, Ed Wood, ce que tu as pensé de ce film? Je t'en avais parlé il y a quelques temps, je n'avais pas vu Top Gun à l'époque, je l'ai vu tout récemment et j'étais pas fan de ce film et j'attendais pas spécialement celui-ci, sauf le côté grand Barnum qu'il y avait tout autour et puis les retards successifs qui faisaient quand même monter une certaine curiosité. Et j'avoue que j'étais agréablement surpris par ce film. Et toi, TN? Eh ben écoute, j'attendais pas spécialement le film. Moi aussi, j'étais marqué par le Grand Barnum et je pense qu'on n'a pas été les seuls, vu les premiers chiffres qui nous annoncent que ça va être un résultat historique pour un film hors super-héros, finalement. Et j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film parce que je crois qu'encore une fois, on va avoir un débat. Est-ce que c'est une suite, un reboot, un remake? C'est une question qui semble arriver de plus en plus. Mais effectivement, il est marqué par l'empreinte de la période actuelle, de l'évolution de la technologie. Et avant effectivement d'entrer dans les détails, je pense qu'on peut dire, puisque apparemment on est assez d'accord, c'est quand même un super divertissement, très réussi, même s'il y a des énormités peut-être à relever, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre finalement? Alors moi, j'en ai quelque chose à foutre parce que ça m'a sorti du film à différentes occasions. Ouais. J'ai pas complètement fait corps avec cette sensation, tu vois, un peu hédoniste de pur plaisir de cinéma, parce qu'il y a plein de points d'achoppement qui font que j'arrive pas à adhérer complètement. Mais il y a des gros morceaux de bravoure et c'est très agréable à voir au cinéma. Alors moi, je l'ai vu dans une salle assez normale, mais avec un son Dolby Atmos. Déjà, ça envoie dans les moteurs, les vrombissements, etc. Et j'ai presque envie de retourner aller le voir en IMAX au moins. Toi, tu l'as vu en quel format? Je l'ai vu dans une bonne salle, bien équipée, mais pas IMAX. Et comme toi, je me suis posé la question, est-ce que finalement, ça vaudrait pas le coup de le revoir en IMAX parce qu'il est très impressionnant d'un point de vue visuel et qu'il y a une ambiance assez formidable qui se dégage. Après, je reviens sur cet aspect que tu dis qui t'a sorti du film à certaines reprises. Moi, j'ai très vite évacué ça parce que comme dès le début, il y a des choses absolument grotesques, je l'ai regardé au second degré, instantanément. Au bout de 5 minutes de film, je m'étais déjà tourné vers ma fille pour lui dire « Fuck yeah !» Parce qu'il y a vraiment un côté
c'est même pas le côté pur américain, c'est le côté Tom Cruise, quoi. Et on fait exactement pareil quand je vais au cinéma avec mes enfants, quand on voit les Missions Impossibles et tout ça, dès qu'il fait un truc, on se regarde et on fait waouh, le mec, le mec. Et c'est une expression qui revient souvent. C'est vrai que tout est fait à sa gloire, mais ça, on en reparlera certainement parce qu'il y a un cinéaste ami aux commandes et un scénariste plus qu'ami, Macquarie, qui est là et qui est vraiment là pour sculpter un monument. Plus qu'ami, tu as une info? Non, mais plus qu'ami dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui est dévoué à l'image Tom Cruise. Ben, en tout cas, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Alors, si on parle de l'histoire du film, le scénario, moi, j'ai envie de dire, avant même de te laisser parler, le scénario n'est pas déplaisant. Il est totalement abracadabrantesque et crédible zéro, mais c'est pas grave, il faut se laisser porter et on s'amuse, quoi. Oui, c'est à la fois pas crédible, mais très prévisible. En fait, on sent venir toutes les choses. Il y a une once de suspense dans le dernier tiers, mais bon, on sait bien comment ça va finir. C'est intéressant qu'ils reviennent sur Top Gun parce que c'est quelque chose qu'il a toujours refusé de faire. À l'époque, Top Gun 2 était dans les tuyaux, mais lui, il voulait pas s'enfermer du tout dans ce personnage. Et au fur et à mesure que les années ont avancé, il a certifié qu'il ne ferait jamais une suite. Donc là, il y avait vraiment l'intention de faire quelque chose qui surpasserait le premier. Je pense qu'il a été obligé de faire cette suite parce que on l'a vu à Hollywood. Il est en bisbille et il est obligé de faire des projets qui vont le porter pour s'il veut continuer à financer ses projets plus perso. C'est quelque chose qui revient sur sur les basiques du film. Comme tu dis, on ne sait pas si c'est un reboot, un remake, mais c'est une sorte de coda finalement, parce qu'on revient sur un parcours de personnage et ça, c'est quand même assez intéressant, l'écriture de ce personnage. Et comme tu le dis, c'est Top Gun Maverick, c'est pas Top Gun. Et dans le premier Top Gun, en fait, on se souvient vraiment d'une communauté. Oui, alors la ça a propulsé le groupe, la camaraderie, tout ça. Oppositions. Et chacun avait son petit moment de gloire. Et le charisme de Tom Cruise a fait qu'il a été propulsé à ce moment-là. C'est vraiment le film qui l'a propulsé en star internationale. Et là, j'ai le sentiment que on a gardé que ça. Comme tu dis, c'est Maverick. Et finalement, le décorum, la nouvelle, les nouveaux troufions, enfin les nouveaux, c'est pas des troufions, mais c'est la nouvelle équipe. C'est des Top Gun quand même. C'est des Top Gun, mais c'est pas des Top Gun comme Maverick à l'époque. Ils sont un peu nuls quand même. C'est un peu des péons dans le genre, ouais. Ils sont un peu papier peint parfois. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un côté, il y a un effet groupe cheerleaders. On n'arrive pas à distinguer vraiment des personnalités, si ce n'est le fils de Goose. Il y a des caractères qui sont posés, mais qui sont pas non plus aussi magnétiques que pouvait être Iceman. Alors le fils de Goose, je le mettrai un petit peu à part parce qu'il y a quelque chose, une relation un peu père-fils conflictuelle qui se crée pendant le film, qui est pas mal d'ailleurs. Mais je reviens, attends, je voulais dire un truc sur l'histoire parce que toi tu dis qu'il n'y a pas de suspense à peine dans le dernier tiers, mais tu dis on sait comment ça va se terminer, mais moi j'étais pas aussi sûr que toi. Alors peut-être parce que je suis crédule et que je suis fragile, mais le film, tu parles de coda, il y a un côté testamentaire un petit peu, avec plusieurs fois on lui explique c'est terminé, tu vas partir à la retraite, tu vas arrêter, tu vas disparaître, tu voleras plus jamais pour la Navy. Maybe so, sir. But not today. Si on n'avait pas la perspective de deux gros films Mission Impossible qui s'annoncent eux aussi à grand fracas, j'aurais pu dire, en voyant la fin du film, c'est le dernier film de Tom Cruise, il arrête là. Il y a un côté comme ça dans l'histoire ou le dernier film d'action. Là. Et donc, ça m'a fait douter sur la fin, mais aussi parce que je vais au cinéma, pas en voulant me sentir plus intelligent que le film, que j'aime bien me laisser porter, et que je vais pas me gâcher l'histoire en me disant, ouais, de toute façon, on sait comment ça va terminer.
mais je sais pas, il y a quand même un doute pour moi. Moi, personnellement, ça m'a pas gâché l'histoire, mais en fait, ce qui me permet de prédire la fin, c'est, on est obligé d'en parler à chaque fois, ça dérange certains fans, mais le côté scientologue de Tom Cruise intervient vraiment, y compris au cœur des films. Et là, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de Macquarie et du réalisateur, c'est vraiment des gens qui vont être au service de Tom Cruise pour alimenter cette imagerie-là, qui est une imagerie inventée par un auteur de science-fiction. Quand on regarde les statuts de la secte, l'histoire sur laquelle elle est fondée, c'est vraiment un scénario de science-fiction. C'est il y a 75 millions d'années, des extraterrestres sont arrivés sur Terre et ont complètement envahi les corps des humains, etc. Enfin, c'est un truc complètement, comme tu disais, abracadabrantesque. Et, et un des fondements de la scientologie, c'est le dépassement de soi, être une meilleure personne, et une personne surhumaine qui va au-delà de ses limites et qui va tutoyer l'immortalité. Et c'est un peu ça que montre le film. C'est une personne qui approche la soixantaine, qui va se prendre 10 G dans la tête, mais qui le fait mieux que les petits jeunes, et qui est une meilleure personne qu'elle était dans Top Gun le premier, et qui va au-delà des limites. Et donc, pour moi, il n'y avait aucun doute sur la fin. Contrairement au James Bond, par exemple, où c'était plus surprenant pour moi. Bon, eh bien, écoute, on va pas prendre le risque de spoiler plus avant. Je vous propose de parler de la mise en scène, et c'est peut-être là l'une des réussites du film. Alors moi, je dirais sur les phases d'action, où véritablement l'arsenal des technologies modernes a été mise au service de prises de vue aériennes absolument incroyables. Et alors, pour avoir regardé quelques images de making-of, il y a certes ça et là des apparitions d'images de synthèse, mais la plupart des choses que l'on voit à l'écran ont été faites en prise de vue réelle. Et il y a vraiment un travail incroyable qui a été fait sur ces scènes, qui fait que l'impression, quand on est assis dans son siège dans la salle, est assez stupéfiante, et que le montage, forcément hyper important, parce que une scène de combat qui se passe en 5 minutes, c'est en fait 10 jours de tournage, j'imagine. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter peut-être de ton point de vue sur la mise en scène là-dessus ? Il y a un grand renfort de communication pour parler effectivement de ce côté matériel et en dur, quoi. Mais pour moi, c'est pas une information qui m'importe. Tu l'avais dit une fois sur un autre film, je m'en fous comment c'est tourné, c'est l'impression qui va en ressortir. Alors certes, là, il y a une impression de réalité parce que on voit les personnages dans les cockpits et on les voit effectivement prendre des jets. On voit Tom Cruise avoir le visage déformé par l'ascension fulgurante de l'avion. Il y a vraiment un côté comme ça pratique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet spécial en fait. Puisque, comme tu l'as précisé, il y en a quelques-uns en synthèse, mais ça, on s'en fout. Je crois que c'est une histoire d'habillage de l'avion, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir certains avions et qu'il fallait le transformer. Mais c'est surtout le montage, c'est un effet spécial. Et c'est là où va rentrer en jeu cette impression de réalité, comme tu dis, de spatialisation et de palper le réel, de coordonner tous ces plans pour qu'on ait une impression vraiment de vivre l'action. Je dirais pas qu'il n'y a pas de trucage, mais en tout cas, il y a cette impression de réalité. Oui, c'est ça le principal. Mais c'est effectivement de la mise en scène utilisée à bon escient. Voilà. Je pense notamment au fait que les combats aériens sont quand même difficilement lisibles, parce qu'on ne sait pas toujours où est le haut, le bas, où sont les uns par rapport aux autres, et qu'il y a la réutilisation d'un truc qui avait été très bien fait dans le premier Star Wars, où en oscillant entre la salle de contrôle qui nous montre un peu ce qui se passe, avec des vues satellites, avec des détecteurs, etc., l'AWAC qui vole en hauteur et qui envoie des infos, finalement on arrive à se repérer et on arrive à vraiment comprendre tout ce qui se passe dans l'action, alors que je dirais même, ne serait-ce que si on coupe le son, je crois qu'on comprend plus rien. Donc le son est hyper bien travaillé pour nous amener ça, cette lisibilité des scènes d'action, et ça c'est pour moi une grande réussite. Après, il y a d'autres scènes où on sent que ça a été fait beaucoup plus light, et où je suis obligé d'en parler, où on est amené à faire la comparaison avec Tony Scott,
Et je pense notamment aux premières scènes qu'on voit sur le porte-avions où on voit les avions et les mecs qui, je sais plus comment ils ont un nom spécial, ces gens qui sont sur la piste et qui s'occupent de préparer les avions, etc., qui sont eux les mecs qui prennent aussi beaucoup de risques, mais dont on parle jamais. Et ben toutes ces scènes-là chez Tony Scott, c'est filmé avec un filtre dégueulasse qui fait le ciel foncé, Orange, mais qui, du coup donne ce look années 80 absolument fantastique. On voit bien que Tony Scott, il n'avait pas des caméras numériques, il n'a pas pu faire des centaines de plans sur le pont, mais du coup chaque plan est super. Alors que dans le Top Gun Maverick, bah, ces plans-là, il y en a plein, mais ils sont pas très beaux, ils sont pas très bien construits, ils sont assez fonctionnels, oui. Ouais, et on n'est pas du tout dans la création de l'imagerie qu'avait fait Tony Scott. C'est marrant parce qu'au cinéma, il y a au moins 3 pubs pour la marine avant le film. Et ces plans-là, ils font penser aux plans institutionnels de ce genre de communication de l'armée et de la marine. Ouais. Ouais, ça fait un peu le service cinématographique des armées. C'est un peu pas terrible. Et il y a une autre scène qui, je pense pas que ce soit un spoiler de le dire, mais il y a une scène, on peut dire exactement de team building, où ils font du sport sur la plage. Alors je dirais pas rien d'autre, histoire. Il y a quand même. Il faut pas dire quel sport. Non, mais ça c'est pas très grave. Mais si on compare la scène de volleyball dans le premier, qui est un monument du kitsch, mais aussi de gay-friendly au cinéma à une époque où c'était beaucoup moins évident, ben là, la comparaison, elle est violente pour Kosinski, quoi, parce que la scène est pas belle, le montage est erratique, et finalement, là où on avait de la sueur, de l'amitié, des corps qui s'entrechoquaient, mais de façon sensuelle, hyper borderline, etc., là, on sent que ça a été tourné l'après-midi avec des pauses, des maquilleurs pour enlever la sueur. Et puis, on sent bien, et alors ça, j'en reparlerai pour une autre scène dans le film, mais le danger de l'époque où finalement la sexualité n'existe plus. Et par exemple, ça m'a frappé parce qu'il y a toute une scène où ils se jettent tous les uns sur les autres, ils tombent tous par terre, sauf la jeune pilote qui reste en retrait parce que on a très très peur qu'il y ait des mains baladeuses ou que les gens imaginent quelque chose, quoi. Il faut vraiment que ce soit froid, qu'il n'y ait pas de vie, quoi. Et ça, même si ça n'enlève pas le plaisir que j'ai pris au film, c'est quand même, pour le coup, ça m'a sorti du film parce que je me suis dit, ah, ça y est, maintenant, on n'a plus le droit, quoi. Ça n'existe plus, ces choses-là. Je crois que cette scène, elle était dans le cahier des charges dès le début. D'ailleurs, Tom Cruise a rassuré tout le monde en disant oui, il y aura bien une scène où on est sur la plage torse nu, mais en même temps, on le voit, il participe à cette scène et à la moitié de cette scène, il sort de la scène, il va s'asseoir et il regarde la scène. Donc il y a vraiment une mise de côté. Et il y a, ça c'est assez fin, je dois dire, dans l'écriture. On a passé cette époque en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est peut-être raté sur la mise en scène, mais dans l'écriture, l'intention est bonne. Et dans le prolongement de ça, alors peut-être que on peut pas imaginer plus kitsch que les scènes de sexe des années 80, notamment celles de Tony Scott. Mais là, on vit à une époque où les gens font l'amour, mais tout habillés, quoi. Dans la vraie vie, tu vois, les sentiments, ça passe aussi par des moments où on fait des trucs dégueulasses. Et moi, ça me gêne que le film devienne... c'est un peu, tu vois, comme le camembert pasteurisé, quoi. C'est du camembert, mais c'est pas vraiment aussi bon, quoi. Donc, ça me choque pas. Ça me dérange pas plus que ça, mais je me dis, bah voilà, c'est un univers où, dans un blockbuster maintenant, la vie, ça s'arrête à finalement les héros, ils ont une vie privée, on n'a pas le droit de rentrer dedans. En même temps, dans le cinéma, parfois on rentre dans la vie privée des personnages et ça peut être intéressant et ça peut dire des choses sur eux et sur leur vie. En l'occurrence, je suis pas certain que ce soit utile au scénario, donc pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, pourquoi faire le simulacre de ils font l'amour si c'est pour rester habillés, quoi. Autant passer directement sur la scène. Enfin bon,
ça m'a un petit peu dit des choses sur... alors, tu dis qu'il en bisbille à Hollywood, mais c'est quand même un peu le climat qui règne à Hollywood en ce moment. On a parlé très rapidement du son, mais il est vachement important dans le film, notamment dans les scènes d'action, pour la lisibilité de l'ensemble. Est-ce que la musique t'a marqué d'une certaine manière? La musique, on retrouve la musique dès le début du film. On a les notes. Là, quand on s'est retrouvé juste avant la critique, tu étais en train d'écouter la musique. Yeah. Je crois que t'écoutais quoi? T'écoutais Soldat Louis. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Absolument pas, je nie totalement. En fait, si tu fais les notes, ça fait tin 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 tin. C'est quasiment les notes de la musique. Aussi, et je pense que c'était fait exprès par Soldat Louis, si je puis me permettre. Mais la musique, en dehors justement de ce thème un peu nostalgique, elle est un petit peu papier peint. Elle est pas, c'est pas une musique dont on va se souvenir. C'est un peu la musique qu'on entend dans les bandes annonces, c'est-à-dire avec des grosses basses qui accentuent les plans. Et je trouve que, en tout cas, moi, je vais pas souvent voir des films en Atmos, mais là, ça prend au ventre, mais physiquement, quoi. Ça te fait trembler. Ouais, c'est assez fonctionnel, mais ça marche bien. Alors, ce qui est très important aussi dans ce type de film, ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence peut-être, sont les comédiens. Déjà, Tom Cruise, on est assez content de le retrouver dans une prestation de comédien à peu près digne de ce nom, parce qu'on le sait qu'il est excellent comédien. Dès ses premiers films, il montre vraiment des dispositions dans Outsiders, dans Taps. Un de mes rôles préférés de lui, c'est Rain Man. On l'a vu dans le Kubrick, on l'a vu dans Magnolia. On l'a perdu un peu dans les films d'action, dans la série des Missions Impossibles. Et on le retrouve là. Macquarie lui a écrit des choses pour qu'il puisse montrer un petit peu sa palette. Je m'y attendais pas, mais j'étais quand même pris d'émotion. Il y a voilà, les yeux qui piquent un peu sur certaines scènes, et c'est souvent dû à lui, en tout cas au duo qu'il fait avec Miles Teller, oui. Le fils de Goose. Les deux, je trouve que l'alchimie fonctionne parfaitement bien. Et Miles Teller, j'ai été étonné de le voir en fils de alors comment il s'appelle le comédien? Anthony Edwards. Anthony Edwards. Il lui ressemble énormément. Alors la moustache fait beaucoup, mais on a vraiment l'impression que c'est son fils, quoi. Quand il apparaît à l'écran, ma fille m'a fait, mais c'est son fils, l'acteur. Donc c'est vrai que la ressemblance est troublante, et on a été vérifié après dans IMDb, est-ce qu'ils sont liés ou pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je me demande si l'acteur a pas pris exprès un petit peu des joues pour lui ressembler plus. En revanche, impressionnant. Moi, je trouve que justement dans cette prestation, et je trouve c'est important de parler du fait qu'ils fonctionnent tous les deux ensemble, même si le temps d'écran de Tom Cruise, il y a des plans dans le film où il apparaît pas, mais il faut les repérer vite fait. Mais la relation entre les deux est très forte, et là où Tom Cruise réussit justement à une prestation de haut niveau par rapport à ce qu'il a fait ces dernières années, c'est que dans un film complètement what the fuck, où il y a des choses pas réalistes, où naturellement on prend une certaine distance avec l'histoire, et il se passe quelque chose entre les deux comédiens, alors que c'est hyper théâtral et exagéré au début, et puis à la fin, moi je suis un peu fragile, je veux dire, ça c'est pas forcément un signe, mais j'ai versé ma petite larme. Donc ils réussissent, en étant hyper théâtral, hyper distancié, avec une histoire rocambolesque, à créer dans quelques plans, quelques scènes, quelque chose d'émouvant, et ça c'est vraiment absolument une réussite. Après, je trouve que le reste du casting, y compris Jennifer Connelly, ils sont vachement en retrait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le groupe de Top Gun, on les distingue pas vraiment, et ils n'ont pas beaucoup de charisme, malheureusement, mais on a envie de dire on s'en fout, parce que vraiment, c'est Top Gun Maverick, c'est le parcours de Maverick, et c'est sa rédemption avec le fils de Goose. Si on prend, pour peu que ce s'en soit un, l'antagoniste du groupe de pilotes, Hangman, dans le premier film, Iceman, c'était tu vas me le Val dire, Kilmer. c'était évidemment Val Kilmer,
Et il avait le charisme, la prestance, le talent de jouer les premiers rôles. En définitive, il y avait une rivalité et on pouvait imaginer que Iceman serait le meilleur. D'ailleurs, je crois que la conclusion du film, c'est que c'est lui qui gagne les meilleures notes à la fin de la formation. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'était 2 premiers rôles. Et alors du coup, que Glenn Powell, je n'ai rien contre lui, mais pour moi, s'il joue dans une sitcom, c'est pareil. Je veux dire, il a pas il a la tronche pour jouer le voisin chiant, quoi. Donc, il n'a pas la tronche pour jouer le premier rôle, pour aller accrocher, ni le charisme, ni le voilà. Donc, ce sont des choix, parce que je pense qu'ils auraient pu choisir un acteur, mais évidemment, Tom Cruise voulait garder les avant-postes et ne pouvait pas desservir le personnage de Rooster. Ouais, Rooster. Et donc, ce personnage est bien servi. Mais effectivement, ils sont un petit peu en retrait. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de retrouver Val Kilmer dans cette scène qui est finalement assez bien faite. On se posait la question dans Any Given Sunday, comment ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient utiliser cette voix de synthèse qu'ils étaient parvenus à faire en synthétisant, en agrégeant toutes les voix de Val Kilmer. Finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Assez réel finalement, quelque chose qui se serait passé dans la vraie vie en cas de cancer de la gorge, d'une personne qui ne peut plus parler. Ça se passe par écrit. Et c'est assez émouvant parce que y a vraiment cet adage les paroles s'envolent, les écrits restent. Les cris restent à l'écran et vraiment plus percutants. C'est-à-dire qu'il y a certaines phrases, ils ne passent pas à la phrase suivante tant que le Maverick n'a pas compris cette phrase. Et j'ai trouvé ça très fin aussi. Il y a pas mal de finesse dans ce film. C'est assez étonnant en fait. Et tu parles d'émotion, et effectivement, même ne serait-ce que par rapport plus même à l'acteur Val Kilmer qu'au personnage de Iceman, il y a beaucoup d'émotions dans cette scène, et on lit dans le regard de Val Kilmer la reconnaissance, puisque c'est Tom Cruise qui a forcé pour que Val Kilmer soit dans le film. Et c'est pas mal, et c'est positif, et il y a d'ailleurs beaucoup de bons sentiments finalement dans un film comme celui-là. Mais finalement, est-ce que c'est toujours mal le bon sentiment? Et je voulais parler bien fait comme ça. Alors sans être dans l'optique exactement de bons sentiments, il y a quand même des vases communicants entre un certain nombre de choix qui découlent indirectement du premier Top Gun, mais qui se retrouvent dans cette suite. Puisque dans le premier Top Gun, on ne savait pas qui étaient les ennemis, on savait qu'ils volaient en MiG. Alors en MiG, ça pouvait être plusieurs ennemis, c'était pas forcément les Russes, mais bon, il y avait déjà un peu un indice, on va dire, géographique. Alors que là, les adversaires, ils ont des casques avec une visière noire, on ne les verra jamais, on voit pas de drapeau, il n'y a pas de rien. Et les avions, bah, c'est la 5G. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on nous dit, c'est tu vas te battre contre des avions de la 5e génération. Et là, donc, dans le final qu'on va pas révéler, mais qui peut faire penser quand même beaucoup à Star Wars, avec les tourelles, les chasseurs, etc. et un objectif. Le point précis qu'il faut pas rater. Non, mais je pense qu'il y a et même les 2 missiles. Il faudrait spoiler, mais l'analyse seule de cette scène, c'est à mourir de rire, je pense, même si ça fonctionne, paradoxalement. Mais les ennemis, on ne saura pas qui c'est. Et en fait, c'est pas un film d'anticipation, c'est pas une dystopie, mais on est dans un film qui est naturellement théâtral, puisque les ennemis ne sont jamais que les ennemis. Ces personnes, et on n'a pas besoin de savoir qui c'est. Pourquoi? Parce que sûrement le studio ne veut froisser personne, donc peut-être ils espèrent vendre le film en Chine, ou bon, en Russie ça va être plus compliqué. Je parlais des points qui m'ont sorti du film et qui m'ont empêché de vivre pleinement cette expérience. Ça fait pleinement partie de ça, c'est-à-dire déshumaniser complètement l'ennemi. Ça devient quasiment un jeu vidéo. Donc pas de souci de morale, pas de souci de déontologie, etc. Il faut juste dézinguer. Et si on les dézingue, c'est pas grave. C'était déjà le cas dans le premier. Hein.
c'était un peu plus précis, mais pareil, on voyait pas qui était derrière les casques. À contrario, dans le film, il faut bien voir que c'est Tom Cruise, donc même le début du film où il fait l'expérience dans cet avion supersonique, il a un casque et il a des lumières dans le casque. Alors le truc, il sert à rien du tout, si ce n'est illuminer son visage et voir que c'est bien lui qui va se prendre. Ça, c'est un lieu commun de tous les films de SF où les spationautes ont des casques et qu'il faut qu'on voit leur visage quand ils le portent, quoi. Oui, mais là, particulièrement Tom Cruise. Et c'est vrai que c'est assez gênant. Tout ce qu'on nous dit, c'est un État voyou. Qu'est-ce que ça veut dire, un État voyou? Oui, c'est un mais État qui est contre les États-Unis, qui ne sert pas les intérêts des États-Unis. C'est assez... voilà. Non, Ça reste dans la lignée de George Bush. Ça théâtralise le film encore plus. Et en même temps, est-ce que ce serait mieux s'il nous disait, bon, bah, on va aller bombarder en Corée du Nord, tu vois? Ou d'ailleurs, on ne sait pas trop où ça se passe, mais on a l'impression que c'est filmé au Canada, quoi. Alors, en fait, est-ce que ça serait mieux? Ça serait, ça mettrait un contrepoint à ce film, et ça, voilà, ça mettrait plus peut-être en danger aussi les personnages, de savoir qui est en face. Enfin, là, le côté jeu vidéo, ça enlève un petit peu de cette pression-là, je trouve. Ouais, il y a ce côté-là dont on vient de parler, limite propagande. Mais finalement, la propagande, c'est assez fascinant de voir comment c'est fabriqué. Et la propagande a des outils de divertissement assez puissants. Donc, il faut réussir à prendre la distance par rapport à ça. Mais une fois que, comme tu l'as dit, tu te mets au second degré, ça devient très agréable à regarder. Et puis, bah, avant de conclure, j'aimerais qu'on parle quand même d'un aspect, c'est ce serait-il pas la revanche des blockbusters? Parce que tout simplement, on est sur un film qui, même s'il n'est pas exempt d'images de synthèse, s'implique dans des prises de vue réelles. On est, même si c'est une suite et que donc ça peut être assimilé à une franchise, on est quand même dans un film d'action qui se tient par lui-même. D'ailleurs, on pourrait le voir sans avoir vu le précédent, ça ne serait pas un problème majeur. Et il réussit un démarrage en termes d'entrée qui lui promet des scores que seuls les films de super-héros atteignent ces derniers temps. Et on est, on en avait parlé à propos de Ambulance, du blockbuster à l'ancienne qui essaye d'exister, avec Moonfall de Emmerich qui s'était craché parce qu'il n'était pas inscrit dans quelque chose. Et là, on a un blockbuster qui arrive à se frayer un chemin au top du succès contre Disney finalement et dans une certaine mesure aussi à DC. Donc, est-ce que c'est aussi une promesse pour recommencer à avoir des blockbusters qui ne soient pas des films de super-héros? Alors, déjà, les films de super-héros, je pense qu'ils ont une limite, c'est le côté super des super-héros. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils ont tellement de pouvoir qu'on ne tremble plus pour les enjeux. Il y a vraiment un problème d'enjeu. Alors moi, ça me l'a fait à l'apparition de Captain Marvel. Tout à coup, on te dit, vous avez vu des super-héros puissants, mais il y a une héroïne surpuissante qui arrive et qui défonce encore plus tout le monde. Et c'était un problème parce que, en fait, finalement, on est obligé de l'éjecter de l'histoire à un moment donné pour mettre de l'enjeu, parce que sinon, elle résout tout en un claquement de doigts. Tom Cruise, même si je dis que la fin est assez prévisible, on a peur quand même pour les personnages. Dès le début du film, quand il fait son vol test, ils réussissent à travers quelques phrases, quelques regards et une mise en scène, un découpage au cordeau, à mettre de l'enjeu, parce que moi je me suis pris au jeu de vibrer pour son test d'avion, alors qu'en fait c'est pipeau, j'en ai rien à foutre, mais j'étais à fond dedans. Et quand cette scène est passée, je me suis dit, ah ouais, là, ça va être bien fait, quoi. Et c'est justement cette capacité à mettre de l'enjeu dans des petites choses à travers quelques petites touches, plutôt que de nous expliquer par un long discours, oui, mais si ça arrive, il y a ça qui va arriver, ça va être terrible, donc il faut qu'on en empêche, mais c'est impossible, comment on va faire?
Ben là, on nous dit, ouais, il y a ça, ok, j'y vais, bam, on nous raconte, c'est show, don't tell, et c'est exactement ça qui est fait, et c'est très bien fait. Bah, c'est ça qui va être la limite dans les films de super-héros. C'est peut-être ça qui va les faire chuter au bout d'un moment. C'est ce manque d'enjeu. Il y avait ça un peu dans les James Bond. Au bout d'un moment, James Bond était invulnérable. On n'avait jamais peur pour lui. Et il y a eu La mémoire dans la peau qui est arrivée, où on retrouvait des enjeux plus simples, assez classiques de Tintin ou de L'Homme de Rio, les choses comme ça. C'est qu'à un moment donné, il doit juste passer d'une fenêtre à une autre fenêtre. Une scène qu'on a vue 100 000 fois avant, mais avec une nouvelle mise en scène, caméra au point, caméra embarquée et des enjeux bien dosés qui faisaient qu'on on avait peur pour le protagoniste à chaque instant. Et comme c'était une nouvelle tête, on avait peur qu'il meure, quoi. Et après, ils ont injecté ça dans les James Bond. À partir de Casino Royale, il y avait des moments où voilà, on croit plus que le James Bond frôle la mort. Et je pense que les films de super-héros ont besoin de quelque chose comme ça, un électrochoc. Je sais pas, un film de super-héros qui va prendre à contre-pied tous les clichés qu'on a depuis des années et relancer la machine avec plus d'humanité, plus d'enjeux. Ou alors, effectivement, c'est une place pour ces nouveaux néo-blockbusters qui vont envahir le terrain. Et ça, on le saura, je crois, assez rapidement. Il me semble que lundi, on va savoir le premier week-end ce qu'a engrangé le film. Et si c'est historique, ça va peut-être être une locomotive pour d'autres films derrière. Ben, moi, j'en suis persuadé. Pour te dire, je suis allé le voir en avant-première. Il y avait une séance prévue à 20h30. Et le jour de l'avant-première, ils ont rajouté 2 séances d'avant-première dans le même cinéma. Sachant que moi, j'étais à une des séances rajoutées dernière minute et que la salle était aux 3/4 pleine, ça veut dire que la salle originale était pleine et que l'autre séance était probablement dans le même état que la mienne. Donc, ça veut dire que le succès est déjà lancé, en tout cas en France. Écoute, je te propose de conclure cette très longue critique, mais on va peut-être un petit peu de montage. Pour dire tout simplement, est-ce qu'on conseille aux querelleuses et aux querelleurs d'aller voir Top Gun Maverick? Et puis, est-ce qu'on est capable d'attribuer à ce film un certain nombre de fraises? Est-ce qu'il n'est pas hors fraise? Moi, j'ai envie de dire oui, on le conseille. C'est le genre de film qui est quand on parle de film de parc d'attractions, en fait, c'en est un, mais bien fait. Avec des enjeux spectaculaires. Dans une salle normale, c'est déjà impressionnant. Alors, essayez d'aller le voir dans une salle faite pour, genre IMAX ou 4DX. 4DX, je suis pas sûr parce qu'on doit bien bouger. J'ai jamais vraiment fait de 4DX, mais ça doit être épuisant. C'est peut-être l'occasion. Ouais. Et oui, on le conseille. Que vous ayez aimé ou pas le premier, de toute façon, il est différent ou dans la lignée. Donc, c'est ça le tour de force de ce film. Donc oui, je le conseille. En nombre d'étoiles, j'irai quand même pas de fraises, mais de fraises, pardon. Moi, je suis à 3,5, tiens. Non mais attends, on a mis 5 Allez, fraises 3. pour éviter. Écoute, je mettrais 3 fraises, même si je m'attendais à ce que tu mettes 4 et que justement on fasse les 3,5. Mais excellent divertissement. Et finalement prometteur. Donc, allez voir Top Gun Maverick. Chères querelleuses et querelleurs, on se retrouve très prochainement, soit dans une de nos émissions d'information du dimanche soir, soit dans une nouvelle critique. Pourquoi pas, il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne avec vos amis et mettez-nous des commentaires, y compris pour nous exprimer sèchement votre désaccord avec ce que nous avons pu dire. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao! Ciao!